Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour d'un seul manga. Et celui-ci n'est autre que l'attaque des Titans. On a beaucoup de choses à en dire, alors essayons de perdre le moins de temps possible avant de démarrer l'émission. Sachez malgré tout que le tome 34 sort le 13 octobre, donc demain si vous écoutez cette émission, exactement quand elle sort. Mais nous allons spoiler, bien sûr, mais on ne pourra pas faire autrement, mais on va spoiler au fur et à mesure. En tout cas, par exemple, si vous avez lu le manga en simultrade sur les plateformes comme Isneo, on va être bon, hein, je vous rassure. Et je rajoute un autre mais, on va malgré tout avancer donc progressivement sur la fin de l'attaque des Titans. Une fin avec un point de départ qu'on a marqué au tome 30, donc vous avez lu le tome 30, on est bon, restez avec nous. Salut Clémence, salut Julie, salut. Vous êtes prêts ? Hey, tout à fait. Allons-y. Oui. La fin de l'attaque des Titans, c'est dans la 5ème de couve. Préparez-vous. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Soyez tous les bienvenus dans la 5ème de couve et attention, aujourd'hui nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer la fin de l'attaque des Titans. Oui, dans cette émission et aussi un peu dans celle de la semaine prochaine qui elle est consacrée entièrement au personnage d'Eren et qu'on va tourner l'une derrière l'autre. Donc ce sera comme une sorte d'une seule émission pour ceux qui vont écouter les deux. Hashtag 5DC pour réagir sur Discord, sur Instagram, sur Twitter, cherchez, vous nous trouverez. Et après l'écoute ou même dès maintenant, un petit like, un petit pouce vers le haut... des petites étoiles, ça serait super. Dans cette émission, on va faire quoi? Nous allons discuter donc de la fin de l'attaque des Titans. On va tenter de l'analyser, on va la retracer parce qu'elle n'est pas toujours parfaitement limpide. C'est sûrement voulu d'ailleurs, mais bon, on va essayer de faire ça chronologiquement. On démarre donc au tome 30 et je vous préciserai quand on change de volume à chaque fois. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre le podcast en pause, tout simplement. Donc pourquoi on a défini le début de la fin avec le tome 30 ? Attention, donc là, dès maintenant, on spoil le tome 30. Attention. Donc pourquoi c'est le début de la fin, Julie, ce tome 30 ? Parce que c'est encore une fois Eren qui prend les choses en main. En tout cas, il perd la boule. Littéralement. Il meurt en mettant. Voilà, encore une fois. Et on lui coupe bien la tête. Et on s'est dit que c'était assez marquant quand même pour commencer le début de la fin, quoi. Sans oublier qu'en plus, il y a le début du dernier acte qui est l'acte du grand terrassement, quand même. On va raconter tout ça. Ce tome, donc le tome 30... il nous faut entrer de plein pied dans une bataille sans répit sur l'île du paradis. Sur la couverture, on voit Eren tourné vers un personnage qui semble tout droit sorti du film The Ring. Et il y a les personnages principaux, les principaux Zeldiens, on va dire. Il y a les mercenaires Antimar, il y a Sig, il y a Jelena, il y a Onyakopon, il y a l'armée Mar, il y a Eren. C'est un gros bordel. Il y a trop de monde. C'est le chaos total. Et Eren, même à ce moment-là, il a l'air d'être un petit peu un camp à lui tout seul. Il y a les pros Eren, mais il est même pas avec eux. Non. À ce moment-là, c'est un petit peu. À ce moment-là, on sait pas trop non plus ce qu'il veut faire, Eren, quand même. On comprend rien, c'est la guerre, c'est le bordel, c'est la guerre. À ce moment-là, on comprend pas tout, Julie. Oui, non, moi je trouve que au moins le tome 30, il a ça de bien, qu'il te permet un peu de respirer dans tout ce fatras, quoi. Puisque c'est quand même un tome qui est dédié en grande partie à une discussion entre les frères Jäger, quoi. Donc c'est le moment où il y a une petite brèche qui permet donc aux deux demi-frères de se confronter et de voir leurs deux points de vue complètement différents. Et bon, on va avoir donc un peu plus de connaissances sur Sig. Qui il est, qu'est-ce qu'il aime, et surtout on va voir que il a quand même des gros daddy issues. Il passe son temps à dire que son père ne l'aime pas, et on va voir comment. C'est un problème. Ah ouais, et on va voir comment Eren répond à toutes ces angoisses, quoi. Parce que oui, à ce moment-là, Reiner et Eren se battent et Sid déclenche une sorte de cri qui va transformer énormément d'Eldiens qui ont picolé en titans. Ouais, il paraît qu'on picolé. L'alcool est dangereux pour la santé, attention. C'est peut-être un message sous-jacent, on sait pas. Bref, l'objectif d'Eren à ce moment-là, c'est d'entrer en contact avec son demi-frère, avec Sig, pour activer le pouvoir. Et au moment d'y arriver, donc il y a Gabi en mode sniper qui allume Eren, balle dans la nuque.
Incroyable. Qu'est-ce qu'elle est douée, cet enfant. Incroyable. Mais t'as vu le cette scène. gun qu'elle a quand même. Ouais, c'est fou. Enfin, je veux dire, il y a toute une scène où on voit le titan colossal, non pas le colossal, pardon, le cuirassé qui est derrière et qui court derrière Eren, et Eren qui arrive vers son frère, et là il y a Gabi qui arrive et qui lui met une cartouche, je sais pas comment dire, mais bref, elle et donc tire dessus. Elle le snipe. ah ouais, complètement, et sa tête. Nuke shot. Quand même, elle tire bien et elle même vise très bien. Hein. Ouais, mais parce que du coup, la tête d'Eren retombe. Ça, c'est pas mal quand même pour le scénario. Pile Mais alors, dans la attention, main de son frère. tout est fini et des oiseaux survolent la scène et la tête d'Eren tombe dans la main gauche de Sig. Et là, à ce moment-là, tous les souvenirs s'entremêlent et c'est le début d'un passage totalement ésotérique. Eren et Sig sont dans un monde mystérieux hors du temps et juste ils discutent. Bah, ils discutent, ils On comprend visitent pas leur... tout ce qui se passe à ce moment-là. Hein. Ah non, complètement. C'est vrai que c'est un peu une confrontation des deux points de vue, puisque pendant longtemps, en fait, on sait pas tellement ce que pense Eren. On a l'impression que les deux frères sont d'accord pour mettre en place un projet qui viserait potentiellement donc à empêcher les Aldiens de se reproduire. Et en fait, twist, ils sont peut-être pas d'accord, même pas du tout. Et en fait, Eren arrive à retourner la situation, c'est assez incroyable. Mais là, je suis à l'ouest, moi, à ce moment-là. Hein. Tu sais, je lis, je fais qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent. C'est surtout qu'en plus, c'est parfois l'attaque des Titans, il y avait des écarts plus ou moins longs, ou de toute façon, on décidait de les lire avec plus ou moins d'écart. Et si tu relisais pas ce qui précédait, c'était fini. Perdu. Moi, à ce moment-là, j'étais à l'ouest, surtout avec l'arrivée de ce personnage en couverture, Ymir Fritz. Je rajoute le Fritz, que c'est important pour pas qu'on confonde, quoi. Ymir Fritz, celle par qui tout a commencé à ce moment-là, et on découvre sa valeur, son importance, parce que bon, c'était de l'histoire avant, c'était pas un personnage existant, quoi. C'est la grande ancêtre, c'est le personnage mythique qui a fondé la civilisation C'était indienne. l'histoire, quoi. tu vois, c'est comme dans ce sens-là, l'histoire avec un grand H. C'est ça, c'est comme Charlemagne, tu vois, on sait pas qui c'est Charlemagne, c'est un mec, c'est l'histoire, c'est pas un personnage de nos vies, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est marrant parce que finalement, on retrouve les deux frères en train de débattre pour savoir qui va convaincre en fait Ymir. C'est ça qui est assez intéressant en fait, parce que elle est là un peu au milieu des deux. Je vous juge. Ouais. Ouais, c'est ça. Et genre, qui est-ce que je vais choisir ce sera toi. Et donc c'est Eren à la fin même qui gagne. Moi, c'est un vrai truc que je me suis dit pendant un moment dans cette discussion entre les deux frangins. Et vraiment à ce moment-là, je me suis dit, et si Eren mentait? Tu sais, en fait, tout du long du manga, on est à peu près au même niveau d'infos que ces personnages. À ce moment-là, c'est le foutoir, on sait plus qui croire. Tu vois, il y a un moment donné où justement on n'a plus le même niveau d'infos. Ça commence à changer au moment du baiser, de la main d'Historia, où là on se sépare complètement du point de vue d'Eren. On sait plus de ce qu'il pense. Et à ce moment-là, je commence à me dire que Eren c'est un mytho depuis le début. Il nous manipule, quoi. J'ai plus du tout, je sais plus qui croire, j'ai plus envie d'être partisan d'Eren, je sais. À un moment donné, là, je suis pas sûr de tout comprendre. Bah, en fait, moi, je trouve que c'est pas mal parce que tu te laisses porter pour une fois. Enfin, comment dire ? Au bout de 30 volumes, tu sais que t'es pas à l'abri d'un petit coucou, voilà, que l'auteur affectionne particulièrement. Regarde bien en arrière-plan de la 3e case de la page machin. Là, pour le coup, moi je me suis pas du tout posé question. Hein. J'ai vraiment pris les trucs au pied de la lettre, de suivre la discussion qu'ils ont, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'ils se baladent vraiment. En fait, ils sont deux, ils se baladent dans la mémoire de leurs ancêtres, très lointains, comme Ymir, comme ça peut être la mémoire de leur père, la mémoire de Sig. Enfin, c'est assez, c'est une idée géniale de comment raconter une histoire, quoi. L'idée est géniale, mais là je suis vraiment en mode on me ment, attention. Tu es devenu parano. Ouais, mais parano par rapport à Eren, en fait. Eren m'a rendu parano par rapport à tout ce qu'il dit à ce moment-là du manga, en tout cas. En même temps, il y a un énorme twist parce que là on suit Sig et Eren dans les souvenirs. On a l'impression qu'ils sont un peu d'accord, on a l'impression que Sig a le dessus, et en fait au fur et à mesure Eren fait comprendre à son frère qu'en fait c'est lui qui, un peu depuis le début, enfin c'est un peu l'impression que ça donne, a conscience de ce qui va se passer et a orchestré un petit peu tout ça, puisqu'on a l'impression que c'est lui qui pousse son père à aller massacrer la famille royale. On a l'impression que c'est lui qui pousse aussi son père à se faire dévorer par lui-même. Et tout ça, d'ailleurs, on a l'impression même que le père d'Eren est conscient presque un peu de tout ça. À la fin, il s'adresse à eux. Oui, à la relecture, tu comprends que... Enfin... c'est pas que des souvenirs, quoi. C'est pas que des hallucinations ou des
C'est ça qui est flou. Hein. Ouais, on sait pas trop comment le prendre, mais il y a une espèce hallucination, de rêve, réalité. Parce que dans la mesure où ils partagent tous ce pouvoir du titan originel et du titan assaillant, je crois, c'est qu'il y a une espèce de connexion qui se fait par-delà le temps, par-delà l'espace. Donc, de toute façon, ils peuvent entrer vraiment dans une communication très intime, même avec quelqu'un qui est mort. Mais effectivement, c'est là où plusieurs années. On comprend potentiellement qu'en fait, Eren, grâce à son pouvoir du titan originel, peut modifier. Ouais, il manipule les gens, l'avenir. Ouais, et du coup, on se demande, mais en fait, à quel point est-ce qu'il a tout orchestré, même dans l'histoire, en fait. Est-ce qu'il y a des points de détail dans l'histoire qui ont été orchestrés par Eren, mais dont on ne sait pas pour l'instant, quoi. Non, on a oublié. Et là, c'est le moment où tu dis, non, faut relire tout depuis le début. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, après le tome 30, mais après le 31, après le 32, après le 33, après le 34, ça pousse à la relecture. C'est vraiment un manga qui pousse énormément à la relecture. Et même après avoir relu juste des passages, pas l'intégralité d'une traite, mais juste certains passages que j'avais plus en tête, mais j'ai encore envie de relire. Ah bah oui. C'est fou, on va y revenir sur quoi. ça. Mais mais moi je trouve que, concernant le tome 30, ce qui est important aussi, c'est que c'est vraiment une annonce du dernier arc. Parce que tu as quand même un chapitre, donc le chapitre 122, qui fait écho complètement au tout premier chapitre de la série. Donc le premier chapitre de la série, c'était pour toi dans 2000 ans. Et le chapitre 122, c'est de toi il y a 2000 ans. Donc, tu peux pas dire qu'il n'y ait pas de connexion, sachant qu'en plus, c'est le moment où, enfin, on va en savoir un peu plus sur la mystérieuse Ymir Fritz, qui, se dévoile vraiment comme un personnage et pas comme une espèce de figure qui passe comme ça en arrière-plan. Comme Charlemagne, quoi. Exactement. C'est bien un personnage. La barbe en moins. Ymir, donc, on voit rentrer dans un arbre qui s'avérera vraiment, vraiment symbolique. Ça, tu l'oublies en plus quand tu le vois. Enfin, tu peux l'oublier assez vite quand tu découvres cet arbre. Tiens, cet arbre, ça me dit quelque chose. Mais c'est vrai que chapitre 122, très important, très, très symbolique. Et donc Eren, qui termine le tome par une demande à Ymir, il lui demande de lui prêter sa force pour accomplir sa vengeance et terrasser le monde. Et c'est alors que le pouvoir titanesque se met en branle, que la tête d'Eren que de la tête d'Eren pousse une sorte de colonne vertébrale 1000 pattes. Dégueu. Un truc mi-insecte, mi-vertébré. Chelou, Un truc qui va jusqu'à son corps, de la tête à son corps pour lui redonner vie. Et là, le grand terrassement commence. Les titans du mur s'éveillent tous. Fin du tome. Ok, il me faut le 31. Allez, c'est parti. Surtout, ça finit sur une image qui est assez folle, en fait. On voit Gabi qui est allongée devant le squelette, on va dire, d'Eren qui est en train de se transformer. C'est vraiment horrible. Et on voit en fond les titans colossaux là qui sortent de la pierre. Enfin, mais tu remarques que dans ces 4-5 tomes de fin, il y a plein de scènes avec les squelettes, avec des squelettes insectes. Il y a des questions de structure. Des trucs, ouais. En fait, moi, je pense qu'il y a cette idée que on va y venir maintenant. Mais il y a cette idée aussi que le titan, le squelette, on va dire, c'est vraiment quelque chose qui remet en cause la structure. Donc du récit, la structure même de l'humain, des titans et du récit, de tout. Ouais. Donc c'est super symbolique. Enfin, à chaque fois, il est pas avare de ce côté-là. Non, c'est clair. Il est pas avare d'action non plus. Ah ouais. Ça n'arrête pas de bouger de toute façon dans ces katas. Globalement, toutes les scènes d'action, on va passer assez vite dessus parce que ce sont des très belles scènes d'action. Et ce sont des belles scènes d'action, un point c'est tout. Il y a vraiment des vraies trouvailles de combat. Mais là, on s'arrête pour le tome 30. Vous pouvez mettre pause. On passe au tome 31. Le tome 31, donc, la couverture d'ailleurs ne fait que peu de mystère. C'est le début du grand terrassement. On le voit d'emblée. Mais l'auteur fait ce qu'il adore, ou ce qu'il maîtrise, ou les deux d'ailleurs. Un flashback super intéressant. On découvre donc le royaume de Mar à travers les yeux des personnages principaux, en civil, avant l'ellipse, bien avant, et il découvre la réalité des camps, des inégalités sociales et d'un pouvoir politique avec qui il sera vraiment très très compliqué de discuter. Ouais, c'est un super flashback parce que on n'avait pas vraiment eu cette confrontation avec le monde moderne de Mar, les Eldiens de l'île du Paradis qui sortent un petit peu de leur trou moyenâgeux, quoi, pour se confronter avec quelque chose qui était au-delà de toutes leurs espérances et leur imagination. Et donc, c'est vraiment très émouvant parce que
on voit aussi à quel point ils vont devoir encaisser toutes ces informations, toutes ces émotions dans un temps hyper court. Sachant qu'ils sont tous, encore une fois, très jeunes. Et en plus, il y a cette rencontre fortuite avec le voleur à la tire, donc qui est le symbole de l'étranger dans le monde du réfugié, politique sans doute, et que on va retrouver quelques chapitres plus tard, et pas de la meilleure des façons, quoi. À plusieurs reprises même, on le retrouve. Oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que tu sais que tu l'as vu, mais quand, comment, replacer les éléments dans une vraie chronologie est parfois vraiment très compliqué dans cette œuvre, je trouve. Ouais, il faut prendre un papier. Oui. tu fais ta petite liste et tu dis ah non, mince, il l'avait vu juste avant ça. Des gens l'ont fait sur internet. Si vous cherchez, vous trouvez. D'un point de vue narratif, je trouve que cette scène, elle est d'autant plus forte qu'elle arrive juste après l'annonce du grand terrassement. Donc là, on se dit, ça y est, c'est le chaos, c'est l'horreur absolue, en fait, ce qui est en train de se passer. Et on repart dans un flashback très calme, c'est vraiment le calme avant la tempête, en fait. On retrouve nos héros beaucoup plus paisibles ensemble. Et il y a même une scène qui est quand même assez... qui est très belle, et même on se demande un petit peu... elle est belle et cocasse à la fois. Elle est cocasse, oui. En fait, il y a Eren qui finit enfin par demander à Mikasa quels sont ses sentiments envers lui. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient ça depuis très longtemps. Certains peut-être s'en fichent, mais moi j'attendais ça depuis longtemps. et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que la réponse que donne Mikasa va probablement avoir un impact sur la suite du récit. Alors, elle lui donne pas vraiment de réponse déjà au début. Elle lui donne pas trop de réponse. Elle lui dit, alors c'est le moment où Maxime m'a demandé de vous lire un petit peu ce passage qui se raconte. Acteur studio. Tu peux le raconter si tu veux. Première. Voilà. Donc voilà un peu les lignes de dialogue. Donc c'est Eren qui demande Mikasa, pourquoi est-ce que tu te soucies autant de moi? Donc elle est un peu perdue, elle dit Eren continue, c'est parce que je t'ai sauvé la vie quand on était gamin ou c'est parce que je suis ta famille? Et donc là elle répond toujours genre de quoi tu parles? Et Eren finit, en fait je suis quoi pour toi? Et là elle bégaye, elle est complètement elle sait pas du tout quoi répondre et elle dit tu es ma famille. Bon, un peu déçue, moi personnellement, par cette réponse. Mais je crois qu'Eren aussi est déçue à ce moment-là. Probablement Eren aussi. Et voilà. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un moment très fort parce que tu sens qu'il se joue quelque chose. Et comme souvent avec Isayama, tu sais pas trop exactement ce qui s'est joué, mais tu le sauras plus tard. Mais tu sens que c'est une scène forte, en tout cas. Et tu sens que oui, que c'est une scène clé et que Eren, entre ce qu'il est en train de découvrir là, c'est pour ça, c'est aussi parce qu'il est dans ce moment de faiblesse de qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'il se raccroche à Mikasa, qu'il lui donne pas la réponse qu'il souhaite, qu'il découvre encore d'autres choses sur ce monde qui ne lui plaît pas du tout. C'est aussi là où il craque, je pense. En plus, c'est un flashback qui est raconté du point de vue de Mikasa. Donc, on est toujours aussi cette question du point de vue, quoi. Qui raconte l'histoire, qui détient les clés. Mais moi, je suis pas de cette communauté qui s'interroge, qui aime qui fait quoi, nanana. Excusez-moi. Après, c'est un peu important quand même dans l'histoire. C'est important, et pourtant, je ne l'ai jamais perçu comme étant important. Et ce passage-là, moi, je ne le voyais pas du tout. Je l'ai pas relevé. Ce qui était intéressant dans ce début de tome 31, c'est vraiment la découverte de l'autre en tant que non-titan, quoi, en tant que... Et le fait qu'ils arrivent quand même à communiquer, même s'ils partagent pas les mêmes langues, pas les mêmes coutumes, et qui lui, il sait quelque chose, et on sait pas, nous, de quoi il retourne. Et en même temps, c'est aussi le moment du shift. On voit le dernier moment où, en fait, Eren... Et humain. Oui, en fait, c'est ça, et humain, où il s'adresse à ses amis, où il va voir Mikasa, il lui parle, et même, c'est un moment où ils le disent, vers la fin du chapitre, justement, il dit, après ce moment-là, on l'a perdu, en fait. On sait plus ce qu'il pense du tout. Il est complètement parti. Ouais. Et donc, c'est là qu'arrive le grand terrassement. Ça démarre par ces mots d'Eren, ce grand terrassement. Mon nom est Eren Yeager. Je m'adresse à vous par le biais du pouvoir du titan originel. J'ai rompu la rigidification de tous les murs de l'île. Les titans se sont mis en marche. Mon objectif est de protéger la population de cet endroit où j'ai grandi. Le reste du monde, lui, souhaite sa destruction. Il nous voue une haine ancestrale qui ne trouvera satisfaction que dans notre complète annihilation. Mais ça ne se produira pas. Et dans un dessin du visage d'Eren absolument horrible, il lance la fin du monde. Le début du grand terrassement, quoi. C'est marrant parce que moi j'ai noté superbe double page
Mais c'est vrai qu'elle est horrible. Enfin, elle est le absolument oui, la double page déformée. est superbe, mais le visage d'Irène est horrible dessus. On le reconnaît pas. Enfin, on se demande qui c'est. Puis c'est aussi le chaos d'un point de vue de dessin. Juste après, on voit le bruit du grand terrassement qui prend toute la place sur les pages en fait. Ouais. C'est magistral. Mais tu remarques que son travail sur les onomatopées, tout autour du grand terrassement, il est magnifique parce que le brouhaha du grand terrassement, tu peux ne pas t'en soucier si t'es lecteur et que t'as pas envie de t'en soucier, mais si tu fais attention aux onomatopées, tu l'as constamment quoi. Et c'est l'arrière-fond. Le bourdonnement magnifique qu'il a mis à ce moment-là dans ce manga pour le grand terrassement, qui est la scène qu'on attendait en fait. On se demandait si ça allait arriver, on s'est longtemps demandé ce qu'étaient les titans du mur. Bon bah là on voit ce que c'est, on voit à quoi ils ressemblent quoi. Hello. Et en fait non, ce qui est terrible c'est aussi que pendant longtemps il est resté mutique, on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, et là il s'adresse directement à tous les Eldiens. En ligne directe, j'ai envie de te dire, pour leur annoncer hey, ça y est, vous l'attendiez, vous l'avez, et c'est une catastrophe monumentale quoi. Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot que c'est la fin du monde quoi. Ouais, voilà. Et en même temps, c'est assez intéressant parce que donc c'est la fin du monde, mais on retourne quand même du côté, on va dire, de la guerre. Comme tu disais, c'est toujours l'anarchie en fait sur l'île du paradis. Il y a des titans qui dévorent un peu tout ce qui bouge. Et en fait, on va retrouver aussi certains de nos héros. Et entre autres, on va avoir une petite scène que je trouve assez émouvante avec Connie. Donc Connie Springer, qui se retrouve à mettre la main sur Falco, qui donc est devenu le nouveau titan le bestial. Ouais, c'est ça, le nouveau titan bestial. Et qui hésite, qui aimerait faire dévorer Falco à sa mère pour que sa mère redevienne humaine, et il finit par faire le choix du coup de laisser Falco en vie et donc de laisser sa mère et je trouve que c'est un moment quand même assez émouvant, alors qu'en fait on pourrait se dire c'est la fin du monde, maintenant il faut arrêter Eren et partir tout de suite là-dessus. Il y a quand même des histoires au sein même de la grande histoire qui sont importantes, et en tout cas parce que le personnage de Connie va être important. Je pense qu'il en a besoin aussi du personnage de Connie pour aller au bout de son récit. Et je pense que faire vivre cette scène à Connie, ça se mettra en parallèle avec une scène qu'il vivra plus tard sur les quais. Oui, il y a moyen. Bien sûr. Ou sur la fin du manga de toute façon. Mais là, de toute façon, on sent que Isayama essaie de clôturer au fur et à mesure les histoires de ses personnages. C'est ça. Mais l'image, elle est marquante parce qu'il y a sa mère titan avec la tête en bas, la gueule vers le haut, et lui il accroche Falco, il est prêt à le treuiller dedans et à le mettre dans la bouche de sa mère pour qu'elle redevienne humaine. Après elle serait pas allée à la guerre, je pense, sa mère, si elle était devenue le bestial. Non, pas forcément. Elle a le droit à un peu de repos, je pense aussi. Après avoir été titan longtemps, regarde Ymir, ça allait. Oui, elle a surtout dit que c'était un long cauchemar. Tu vois, donc ça aurait pu, tu vois, c'est comme si c'était un long. Elle se réveille, ok, à la guerre, allez, on y va. Non, c'est pas ce qui est arrivé, parce que pendant ce temps, donc, les titans du mur sont en marche, c'est l'anarchie, les titans lambda sont un peu partout aussi, hein, puisqu'on avait oublié qu'il y avait des titans lambda un petit peu partout. Non, mais c'est la folie furieuse. Ils dévorent tout ce qui bouge, quoi. C'est la folie, parce qu'il se passe des millions de choses. Enfin, il nous avait habitués à ce que tous les tomes soient très denses en histoire et tout, mais là c'est vraiment le climax quoi. Il y a un homme de partout et encore oui, et encore tu te dis on n'est pas au bout de nos peines. Et là ce qui est intéressant, moi de mon point de vue, c'était le début de la réconciliation, on va dire. Enfin, en tout cas, il y a des pistes qui s'ouvrent, puisque notamment donc Gabi, qui avait été donc recueillie par une famille de l'île de Paradis, la famille de Sacha, la famille Brosse, et il trouve moyen de se rendre compte que malgré tout, malgré toutes les tragédies qu'ils ont vécues, ils peuvent quand même se faire confiance, ils peuvent quand même imaginer vivre ensemble, en tout cas trouver des solutions pour mettre un peu sous le tapis toutes les rancœurs et une petite lueur d'espoir face à la fin du monde. Petite lueur d'espoir quoi. Mais et à côté tout va bien, ça, les deux filles se sont réconciliées. Ouais, mais c'est ça, mais sauf que vont peut-être mourir. Oui, et puis surtout, c'est difficile d'en parler comme ça hyper rapidement parce que il y a de l'émotion quand même. Tu vois bien. Et puis, à nouveau, c'est encore des enfants qui prennent en charge des trucs qu'ils devraient pas peser sur leurs épaules. Et à côté de ça, moi, j'ai pas vous, mais en lisant ce tome 32, j'ai trouvé que, la mort de Pixis, qui était là depuis le début et qui représentait un petit peu l'adulte quoi, au milieu de ses enfants guerriers. Donc attends, parce que du coup l'histoire d'amour entre Eren et Mikasa
pas ouf, mais par contre Pixis vraiment jusqu'au bout quoi. Bah non, mais je me dis attends, ça y est, il y a encore des surprises à ce niveau-là de. Ils auraient pu le garder jusqu'au bout, notre Pixis. Oui, ou bien, tu vois, les persos qui, tu te dis mais jamais il pourrait lui arriver ça. Et puis en fait, voilà. Tu deviens un titan. Oui. Et puis tu vas être un titan. Voilà. Mais en fait, en plus, Dot Pixis, il aurait pu le garder pour plus tard avec Théo Magat. Mais oui, voilà, moi je pensais que c'était lui qui serait. Enfin, mais bon, non, bref. Ouais. Ça, c'est pour après. Puis donc, il y a ce moment inattendu. Moi, je l'avais oublié. J'avais totalement oublié le personnage. J'avais oublié qu'il était capable de revenir. En fait, surtout, c'est le retour d'Annie et de son papa. Il y en a un qui avait pas oublié quand même. Hein. C'est Armin. J'avais même oublié qu'Armin, il était croque d'Annie. Bah, je pense que c'est discret. C'est très très discret, mais on sent, en fait, il y a quelques scènes où il va la voir, on sent qu'il y a un rapprochement, mais bon, c'est pas non plus ultra clair. Ouais, mais j'avais oublié que Annie pouvait revivre, que Annie, elle pouvait se elle était coincée dans le truc de rigidification. C'est ça, là. Se dérigidifier. Merci, cherchez le mot. Ça fait Scrabble. Ouais, j'avais oublié qu'elle pouvait revenir, j'avais oublié qu'elle allait... qu'elle allait avoir un intérêt en fait. Pour moi, ce titan, c'était comme le titan marteau, on l'avait oublié quoi. On le met de côté, hop, sous le tapis. Et là, retour d'Annie. Ouais. Surprise, et surtout qu'elle va avoir a priori un petit peu d'importance sur la fin. Parce que s'il décide de la faire revenir à ce moment-là, c'est clair que c'est pas pour rien. Bah après, on l'a vu depuis le début, son titan, il a toujours été un atout quoi. Enfin donc puis, c'est elle avec la formation qu'elle a eue. Ouais, avec son voilà. père. Donc c'était de toute façon attendu, je pense quand même. Même si effectivement, enfin, il a en fait son pouvoir, Isayama, c'est de nous faire oublier les choses. Je suis d'accord, il est très fort pour ça. Il te noie d'informations et tout. Arrive à faire oublier les choses aux gens. Et voilà, et hop. Il y a une espèce de tour de passe-passe et t'oublies des trucs qui sont pourtant pas anodins quoi, surtout dans un récit comme ça. Enfin. Et on termine le tome par une discussion un peu redondante entre Mikasa et Armin. Bon, on fait quoi, Armin? Je sais pas, on fait quoi, Mikasa? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Armin? Et toi, Mikasa? Oui, enfin, en même temps, vous, si votre meilleur ami / peut-être amant, on sait pas, partez comme ça complètement en folie, en mode je vais tuer tout le monde, moi aussi, je pense que je me poserai 2-3 questions. Bien sûr, et tu remarques que à la fin de cette discussion, qu'est-ce qu'elle se dit? Ah, mon écharpe a disparu. Ah bah tiens, Tintin. Comme c'est bizarre. Que va devenir cette écharpe? La fameuse écharpe. Le mystère est total. Bref, on termine donc le tome dans plusieurs unités de lieu. Il y a Connie Falco à cheval, il y a les projets Jaeger versus les anti-Jaeger, il y a Jean qui peut enfin rester là à accomplir son rêve, c'est-à-dire ne plus rien faire de sa vie. Il y a Pic et Magat avec d'un côté, Levi et Hansi qui vont tous se retrouver pour le volume 32 et faire une grosse stuff tous ensemble et un feu de camp. Exact, c'est la grosse stuff. Ah là là, c'est la colo, moi je dis. Non, j'aimerais pas être là, franchement, autour de ce feu de camp. Oui, mais autant le dire avec un petit peu de dérision à ce moment-là, puisque là, c'est donc le moment où on arrête de parler du tome 31. Vous pouvez mettre pause, puisque maintenant on parle du tome 32. Et le tome 32 a un premier chapitre qui s'appelle La nuit du final. Ça démarre par un songe de Jean qui nous amène aux conditions qui ont fait que tout le monde se retrouve. Connie, Armin, Mikasa, un bout de Levi, Hansi, Onyakopon, Yelena, Gabi, Falco, Rainer, Pic, Annie, Magat. Il y en a tant. Anciens et nouvel ami, anciens et nouvel ennemi sont tous ensemble. Les discussions donc autour du feu de camp ne vont probablement pas être très tendres. Non, mais alors du coup ce tome il commence par une scène où justement on voit Jean qui est un peu dans ses rêveries. Enfin, en même temps, je comprends, c'est la fin du monde, tu te dis, bon, qu'est-ce que en fait j'aimerais bien faire de ma vie, et du coup, il s'imagine un peu avoir enfin la paix. Et alors, c'est rigolo parce que, bon, moi, j'aime bien remarquer ce genre de petits trucs, mais il est avec sa femme, et elle ressemble un peu à Mikasa quand même. Tu crois qu'il s'imagine avec Mikasa? C'est sûr, lui, depuis le début, on sait qu'il en pense un peu pour Mikasa, et donc là, il s'imagine enfin avoir la paix, peut-être que, voilà. Ça, c'est donc les 2 premières pages du chapitre, puisqu'après, Julie, on part dans le feu de camp. Ah ouais, non, rien à voir. On arrive dans le vif du sujet. Et encore, c'est très paisible par rapport à l'anarchie qui est censée régner tout autour de cette île, puisque là, ils sont tous... en train de faire ce que j'appelle un repas œcuménique, tu vois. Enfin, t'as les Mars, t'as les Eldiens, t'as les pros RN, mais on sait pas trop. On se demande
Voilà, et avec Hansi qui est là et qui essaye tant bien que mal de rabibocher tout le monde. Bon, donc moi je trouve que c'est pas mal, et enfin il y a toujours ce côté un peu comment dire, la blague est jamais très loin, parce que pourtant il n'y a pas énormément de blagues dans l'attaque des Titans. Non mais tu vois, par exemple, en fait c'était plutôt à la fin du tome 31, ils arrivent au lieu où il va y avoir le feu de camp, et donc t'as Hansi qui demande à Pik comment elle fait pour se brosser les dents quand elle est en titan. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, et tu dis mais est-ce que ce monde est sérieux? Bah, apparemment oui. Donc je sais pas, je trouve que ce genre d'ambiance est quand même assez caractéristique de son œuvre, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté repas œcuménique, un peu le répit avant de se lancer enfin dans la bataille. Et c'est aussi un peu l'heure des confessions. Il y a les personnages qui comprennent enfin, par exemple, pourquoi Marco est mort. Alors, encore une fois, on l'avait complètement oublié, celui-ci. Non, Marco, il est important. Il est dans la team des 10 premiers du bataillon. Bien sûr, mais il meurt il y a vraiment très longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, même si Jean, justement, lui, il l'a jamais oublié. Ça a été très marquant pour justement son arc narratif. C'était les potes, tu vois, t'avais Rainer Berthold et Jean et Marco. Et c'est celui qui l'a aussi un petit peu aidé à prendre le rôle de chef qu'il refusait d'avoir. Et du coup, il apprend ça. On comprend aussi l'état d'esprit des soldats Mar quand ils sont arrivés, enfin des guerriers Mar, du coup, quand ils sont arrivés à Shiganshina et qu'ils ont commencé à tout détruire. Et en fait, on se rend vraiment compte avec toute cette réunion qu'il n'y a pas vraiment de bon côté en fait dans cette guerre. Ils voulaient tous sauver le monde à leur façon avec les informations qu'ils avaient. C'était tous aussi beaucoup d'enfants en quelque sorte, et voilà, ils se retrouvent tous ensemble, et maintenant qu'est-ce qu'on fait devant l'horreur absolue? Est-ce qu'on n'est pas censé un peu enterrer la hache de guerre maintenant? C'est ce qu'ils essayent de faire tant bien que mal. Ouais, enfin ils sont très pragmatiques en même temps. Oui, voilà, de toute façon ils n'ont pas le choix en fait. Et puis en fait, enfin, tu vois, je pense que c'est là t'arrives à un point où de toute façon, enfin, la guerre, c'est pas bien. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'autre alternative, quoi. Mais toi, il y a un autre personnage qui te préoccupait, que moi j'avais oublié, tu vois. Attends, j'avais pas oublié Marco, mais j'avais presque oublié Frock. Ah, je trouve que il a du mal à se faire oublier, lui, parce qu'il est tellement vraiment il est devenu une espèce d'incarnation de la haine eldienne vis-à-vis des Mar ou vis-à-vis du monde entier, quoi. Il veut vraiment comment dire, il est vraiment dans le délire militariste à fond, le fanatisme pro-titan, pro-eldien, et il a jamais cette idée que la guerre, peut-être qu'il y aurait une alternative à la guerre. Comme on l'a vu avec, tu vois, Gabi et la petite sœur de Sacha qui essayent tant bien que mal de se rabibocher, ou bien là, tous les soldats qui se réunissent autour du feu en se disant, bon, ok, il faut qu'on se serre les coudes, sinon on est tous dead, quoi. Et non, lui voilà, bout de son idée complètement fanatique, complètement terroriste. Et voilà. Parce que oui, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a le feu de camp, de l'autre côté, il y a Frock qui détient les Azumabito en otage, au port, là où se dirige tout ce petit monde, afin de trouver un moyen d'arrêter Eren. Et l'idée, c'est justement de libérer ce clan. Et ils vont y arriver sans peine, sans mal. Mais ils réussissent malgré tout à prendre le large, quoi. À quel prix? Parce que c'est vraiment, à chaque fois, il y a cette idée terrifiante qu'ils doivent s'entretuer. Même entre Eldiens, même entre... Enfin, là, il y a beaucoup de la guerre humaine. Civile, quoi. C'est terrible. Je parlais d'une scène sur le quai avec Connie. C'est à ce moment-là qu'elle arrive, cette scène. C'est où il va tuer des camarades. De sang-froid, où il est obligé de tuer des camarades pour pouvoir partir, libérer le clan Azumabito et ses amis et pouvoir s'enfuir avec le bateau, etc. Et l'hydravion surtout. Ouais, et là on est vraiment face à une réalité horrible, quoi. C'est une guerre fictionnée, mais qui a une réalité qui fait mal, quoi. Là on a le sentiment que tout le monde va ou peut mourir. Mais on sent en plus que ça va vraiment crescendo, parce que dans toute l'œuvre d'Isayama, ça avait commencé au début, on se battait contre des titans, c'était déjà pas simple. Ensuite, il a fallu se battre contre d'autres soldats, d'autres humains. Et là, je me souviens qu'il y a des passages qui sont vraiment très forts aussi, avec Armin ou Jean qui se demandent, mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'il faut que je tue des personnes. Et là, c'est même plus juste des soldats un peu inconnus qui sont contre nous. Là, c'est les frères d'armes qui ont été avec nous depuis des années. Alors bon, oui, à peu près, je crois, des années. Là, c'est encore un niveau au-dessus. Et après, il y aura la question, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand c'est notre frère tout court, quasiment, en fait.
Pour Conis, pour Eren, oui, effectivement. Eren va avoir la question à se poser, mais bon, en tout cas, ils arrivent à prendre le large une bonne fois pour toutes. Ça y est, on quitte l'île du paradis. Enfin. Non, mais voilà, on arrive au tome 32. Il reste 2 tomes et demi et on quitte enfin l'île du paradis. Tout ce petit monde est parti, est sur le bateau, et là il y a un oiseau qui vole au-dessus du bateau, que les soldats ont pris pour rejoindre Eren. Et c'est là où il y a un peu... on a beaucoup de flashbacks, justement. On se pose la question un petit peu, où est-ce que tout ça a commencé ? Parce qu'on voit des flashbacks d'Ymir, on voit aussi des visions des premières pages des livres, on voit le moment où Eren a baissé la main d'Historia, il y a tout qui s'entremêle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue à cet instant-là, quand il y a l'oiseau qui arrive. Et on arrive encore sur un autre flashback en plus. On arrive effectivement sur un autre flashback où Eren parle à Historia. Alors Historia, ça fait un petit moment aussi qu'on l'avait pas vue, elle. Clairement, à part dans les songes d'Eren, quoi, à la limite. Oui, dans c'est les ça, flashbacks, tu exactement. Vois. Et en fait, on voit qu'il y a une grande conversation et on sent en fait un peu tout le poids que porte Eren de cette décision. Et en fait, il va la partager à d'autres gens. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait l'impression qu'il avait parlé à personne. Et là, on se rend compte que, en fait, il avait parlé quand même un petit peu, en tout cas à Historia. Et voilà, et on sent, en fait, j'ai l'impression que ce passage-là, même s'il est il manque des parties, il manque quelque chose. On dirait que là il parle à Historia, mais que comme s'il faisait un petit tour avant de. Exactement. Il faisait un petit tour pour prendre la température. Et pour avouer, en fait, je pense aussi ce qu'il ressent, lui, le poids qu'il porte aussi, de faire d'aller détruire tout le monde, quoi. Il y a un truc, il y a un truc à ce moment-là. Ce qui est marrant, c'est la composition hyper fragmentée. Vraiment, c'est des éclats. De ce passage, ça va vite en fait. On peut même le lire très vite si on fait pas attention. Et on fait pas attention parce qu'en plus, il y a des morceaux qui sont tout petits. Mais il y a des détails dedans. Et il y a des détails dedans. Donc c'est vraiment. Comment dire, ça demande de l'attention. Et je sais pas trop si c'est lui qui a parlé ou en tout cas, tu sens qu'il est quand même dépositaire en fait. C'est plutôt lui qui écoute les autres et qui se retrouve. Tu sens qu'il y a quelque chose à ce moment-là. Encombré peut-être. Tu sais pas dire quoi, mais t'as envie d'avancer dans ta lecture en tout cas. Oui, puis il y a ces gros soit. Plans justement sur l'oiseau où on se dit qu'il s'est. C'est-à-dire qu'en plus qu'il prend un peu, qui est au-dessus, qui regarde ça vraiment du dessus. Et c'est même un peu apaisant parce que justement le côté. Voilà, l'oiseau qui s'envole, c'est beau, au-dessus de la mer, alors qu'en fait, c'est la fin du monde, quoi. Ouais, grave. Et finalement, donc, on revient dans cette fin de tome 32 au Grand Terrassement, avec des titans qui nagent comme des baleines tueuses, d'autres qui marchent droit sur leur objectif, sans même faire vraiment attention à ce que l'humanité met en place pour se défendre, ils avancent, quoi. C'est marrant, parce que toi, tu parles de baleines tueuses, mais pour moi, c'était tout sauf organique. C'était vraiment des machines. Enfin, il y a ce côté très. Ouais, mais y a j'ai pas vu plein de films avec des baleines qui passent sous les bateaux. Ah oui, c'est ça qui t'a. Il y a une case où on voit un titan qui nage sous un bateau. Mais comme un missile. Enfin, moi, j'avais plus cette idée que ce sont des armes qui sont dirigées sur un monde, tu vois. J'avais l'image de la baleine. Mais c'est froid, c'est direct, quoi. C'est compliqué à ce moment-là d'avoir de l'empathie pour Eren. Hein. Oui, puis en plus, il y a des pages, les dernières pages de ce tome-là, elles sont vraiment magnifiques. Genre, moi, je trouve, avec le parallèle justement de Eren qui voit sa mère mourir, donc vraiment du premier tome, et qui jure d'éradiquer tous les titans, et le Eren d'aujourd'hui, qui en fait est en train de détruire l'humanité par le pouvoir des titans et par les titans. Et il y a un parallèle, on voit le visage d'Eren, et c'est magnifique. Enfin, c'est terrible, on est d'accord, mais c'est magnifique. Et de toute façon, ces derniers tomes sont terribles. On arrive donc là à la fin du tome 32. Petite rythmique, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Et on arrive donc au tome 33. Le tome 33, c'est l'avant-dernier tome. On est avec l'enfant qui est Eren et les autres avaient croisé la première fois qu'ils sont allés sur le territoire des mares. Au loin, les titans détruisent tout sur leur passage. Et derrière une volée d'oiseaux qui fuit l'attaque, on plonge dans les souvenirs d'Eren. Sa déception face au monde extérieur, sa déception face à la vérité, qui n'avait rien à voir avec le livre d'Armin sur la mer, sur les volcans, tout ça. Sa déception quand il a appris que l'humanité n'avait pas disparu. Ça fait mal. Ah, c'est un flashback qui est très fort parce que comme tu le disais tout à l'heure, on avait plutôt la vision de Mikasa. Là, on a vraiment le point de vue d'Eren et ce qu'il était en train de se dire sur le moment. D'ailleurs, c'est assez fort. Il y a un moment, il se demande « Mais que penserait ma mère ?» Comme quoi, c'est bien de se poser certaines questions. Et on voit Eren qui va voir ce jeune garçon et qui va pleurer, qui va s'excuser devant ce garçon parce qu'en fait, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qui va se passer, et ça renforce aussi cette idée qu'en fait il est au courant de l'avenir en quelque sorte. Non seulement il le dirige, mais qu'en fait potentiellement il sait qu'il faut
Oui, qu'il avait prévu ça depuis très longtemps. Qu'il avait prévu ça depuis longtemps, oui. Qu'il avait tout anticipé. On le voit même, il évite à un moment d'aller secourir le garçon. Et finalement, il se dit... en fait, c'est inévitable, je suis obligée d'aller l'aider. Et il y a un côté, justement, sur l'avenir, sur en gros à quel point tout était décidé ou pas, à quel point Eren peut décider aussi de l'avenir, que je trouvais... C'est très subtil, hein, forcément, mais que je trouvais très fort. Et puis bon, forcément, avec les images après... du petit garçon qu'on retrouve face au grand terrassement, c'est horrible. Et face à la mort, tout simplement, quoi. Ouais, mais les images de titans là qui ravagent le monde, enfin c'est une vision qui est vraiment super intéressante, quoi. Que l'auteur ait réussi à le mettre comme ça en scène, je trouve ça vraiment incroyable, parce que c'est vraiment quelque chose de fou, enfin complètement fou. Et ce que je trouve fou aussi, c'est à quel point Eren à ce moment-là, il a conscience de tout ça, mais à quel point il a une espèce de retour à l'enfance en mode je veux que le monde soit comme avant. Un détachement en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a un parallèle mais que Isayama fait souvent justement, et qui justement montre la force aussi du récit, parce que il y a le grand terrassement, il y a l'horreur avec des visions vraiment, c'est assez terrifiant, il nous épargne pas trop de détails, et en même temps on a une double page d'un Eren qui est revenu enfant, qui est aux anges, qui est en train de planer comme ça, tranquillou, au-dessus du carnage, qui est heureux d'être enfin libre comme ça, genre comme l'oiseau qui planait au-dessus de tout. Et il y a aussi une scène justement où il s'adresse à nouveau à Armin, et pour l'instant on sent qu'il manque un peu une pièce du puzzle, comme souvent avec Isayama, et on comprendra que dans le tome suivant ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Mais en fait, avec cette conclusion, on sent qu'il y a quelque chose que nous, lecteurs, et potentiellement aussi Armin, Mikasa, tous les autres, quelque chose qu'on n'a pas compris encore, en fait. Il y a même pas mal de choses, j'ai l'impression qu'on comprend pas. Mais moi, après, c'est la discussion Armin et Annie, qui est un petit moment de douceur que j'ai bien aimé dans tout ça. Avec un petit oiseau qui vient se poser près d'Armin à la fin, tu vois. Et c'est là où je redécouvre... Encore un oiseau ouais, toujours des oiseaux. Et c'est là où je découvre que... Enfin, où je me souviens qu'enfin... Armin, il avait vraiment un truc avec Annie. Oui. Non, mais j'avais vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais oublié qu'il y avait une histoire de couple aussi à ce moment-là. Il faut vous dire qu'ils sont hyper pudiques. Armin surtout, oui. Ouais, non, mais même tous les personnages. Oui, tous les personnages. Les histoires d'amour, elles sont toujours. Il y en a beaucoup, en fait. Je pense pour la personne qui veut les chercher, il y en a beaucoup, et elles sont jamais vraiment mises en avant, mais comme donc Eren Mikasa, hein, alors que pourtant c'est quand même une histoire assez importante. Mais Armin, il y a aussi une histoire par rapport à son passé, le passif de Bertolt, qui lui-même était amoureux d'Annie, et ça c'était dit, ça c'était pas caché. Et comme il a repris le titan colossal, et que souvent les mémoires et les souvenirs exactement sont mélangés, il y a un peu cette question, est-ce que finalement, parce que ça s'opère après son changement, hein. Est-ce que finalement, est-ce que les sentiments que Armin a, est-ce qu'ils viennent de lui sincères, ou est-ce qu'ils viennent de Bertolt ou... Mais on se pose pas cette question pour Eren et Mikasa du coup. Parce que ce serait chelou, parce que du coup il a le titan de son père. Oui. Non, Max, je crois que là on peut pas partir dans cette direction. Reprenons l'histoire alors à ce moment-là. Leur plan pour empêcher Eren de détruire le monde, donc ce plan continue. Ils arrivent à la base, ils préparent l'avion. Et là, Frock débarque comme un méchant d'un film des années 90, qui va dire je suis encore là, je vais tous vous buter. Et surtout, il fait foirer complètement le plan, et les titans arrivent. Donc Hansi va essayer de les ralentir en mode mission suicide. C'est trop beau. C'est horrible. Non, mais c'est horrible. Mais effectivement, c'est Hansi qui part face au mur de titans colossaux. Qui va mourir, hein. Désolé pour le spoil, mais voilà, en général, quand tu fonces dans un mur de titans, ça fonctionne. Toute seule. Et tout seul, ça fonctionne pas très bien. D'autant qu'en plus, ceux-là, ils sont chauffants. C'est pratique l'hiver. Mais pas quand tu veux les dégommer, quoi. Et donc, c'est peut-être le réchauffement. C'est peut-être le réchauffement climatique. Et en plus, elle part dans cette phrase. Elle est heureuse. Et elle dit décidément, les titans sont fantastiques. Et en fait, bizarrement, cette mort, je trouve que c'est une belle mort pour Hansi. Je l'aurais pas vu mourir autrement, en fait. Et c'est une belle mort, d'autant plus quand on voit que dans ce monde-là, on a l'air d'avoir une sorte de vie après la mort, puisqu'elle retrouve tout le monde le temps d'une case, en tout cas. Oui. Et ça lui offre une mort encore plus belle, je trouve. C'est vrai. La belle mort face au titan qu'elle adore, qu'elle adule.
mais de manière un peu schizo et un peu étrange. Et elle retrouve juste après dans la case suivante tous ses compagnons tombés au combat. Et je trouve ça d'autant plus beau, moi, de mon côté. Oui, c'est beau, parce qu'en plus, il n'y a pas forcément beaucoup de temps, là. Les événements s'enchaînent, les gens meurent ou pas. Et ça va vite, hein, là. Annecy, il fallait quand même qu'elle puisse, si elle partait, en tout cas, qu'elle ait une belle mort. Enfin, tu pouvais pas non plus dire, pouf, en fait, elle est plus là. Et là, je trouve que ça la met en valeur, quoi. Et ça va tellement vite, je me demande comment ils vont faire dans l'animé. Ça va être très rapide. Ouais, ou alors faut qu'ils fassent des épisodes un peu plus longs. Ou ils en fassent plus. Je sais pas. La suite de cette histoire, c'est donc l'avion qui décolle enfin. L'hydravion, là, il peut enfin décoller. Non, c'est un avion ou un hydravion, je sais plus. Un hydravion, je crois. L'avion décolle. Tout le monde est à bord, sauf Annie, Gabi et Falco. Et c'est le moment que Eren choisit pour s'adresser à ses amis. Tout droit aux côtés d'Ymir, et il les invoque un peu dans son monde étrange afin de leur dire que toute discussion est inutile. Oui, c'est très frustrant d'ailleurs, parce que à chaque fois on se dit mais il faut parler à Eren. Armin n'arrête pas de dire ça. Il faut qu'on lui parle. À chaque fois qu'on lui parle, il dit arrêtez, ça sert à rien. Il faut pas parler maintenant. Il faut venir. En fait, il faut venir me tuer. Ouais, c'est la seule fin possible. C'est la seule fin possible, et c'est très frustrant même aussi pour le lecteur, parce que t'es là. Mais arrête, tu fais tu te calmes. Maintenant, on discute, on trouve une solution. Ne fais pas ton enfant, Eren. Ne fais pas ton enfant. Et il est très borné. Et pour ses amis, j'imagine que c'est peut-être encore pire. Et voilà. Donc là, en fait, à la fin de ce tome, les choses sont claires. Hein. Si on veut arrêter le grand terrassement, il faut tuer Eren. C'est la seule solution. Et c'est probablement ce qui peut arriver, en tout cas à ce moment-là. Du manga, parce que la fin c'est des images d'unités de l'armée qui essaient de riposter tant bien que mal, de gens qui meurent sous les pieds des titans géants sans rien pouvoir faire dans le monde entier, avec des femmes qui tendent leur bébé. Tu sais, on est vraiment sur des scènes horribles, mais qu'on a même pu voir en plus. Enfin, je trouve que c'est des scènes qui peuvent ressembler aussi à des scènes horribles qui ont pu avoir lieu dans notre réalité, dans notre monde, quand des zones de conflit, dans des zones de conflit, non, etc. mais c'est important de le montrer aussi, parce que c'est vrai que sinon tu te dis oui, bon d'accord, il aplatit la terre. C'est ce petit monde, tout ça. Mais non, mais c'est vrai, il y a des gens en fait. Non, c'est vraiment. En fait, tu vois, c'est pas juste un geste en mode c'est super, il va sauver ses amis, tu vois. Non, c'est vraiment, il tue tout le monde, et ça, on le voit, quoi. Et on découvre un truc à ce moment-là, on découvre que Eren maîtrise maintenant tous les pouvoirs des détenteurs de titans décédés. On voit qu'il dégaine le bestial, on voit qu'il en dégaine un autre, il détient d'autres pouvoirs de titans, et ça va être intéressant pour le combat final, pour que ça donne un petit peu de sel à tout ça. Ah là là, ouais. En tout cas, moi, je voulais rebondir parce que... comment dire, au bout de ma 4e ou 5e relecture de ce tome 33, je trouve que c'est en relisant en tout cas ce tome-là précisément que je me suis dit, l'ensemble de cette série, c'est quand même une très grande métaphore d'un rêve adolescent. Donc, on va dire, en listant rapidement, il y a ce très fort désir de changement, de renversement que tu peux constater avec le grand terrassement, la mise à mal du corps à partir du tome 1, avec toutes ces transformations, tous ces sacrifices aussi qui sont demandés dans ces combats. Il y a vraiment le rejet et une accusation aussi du mode de vie des adultes qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Il y a cette déception à la découverte du monde extérieur, le refus de certaines responsabilités, puisque finalement il y a Armin et Mikasa qui sont là pour reprendre le flambeau, et j'ai envie de dire un peu se taper tout le sale boulot, mais il y a cette sensation permanente que se confronter au monde, c'est accepter d'être dépassé, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est un peu... C'est un truc que Eren ne maîtrise pas, ouais. Lui, Ah ouais, complètement, il se fait bouffer complètement par cette pulsion, en fait. Et il y a cette idée aussi, parce que là on vient d'évoquer donc les amourettes adolescentes qui sont très pudiques, qui sont pas... Voilà, qui sont pas vouées à exister finalement, qui restent dans une espèce d'entre-deux, de non-maturité, on va dire. Et il y a finalement plusieurs threads comme ça qui pointent vers cette idée que, c'est vraiment un truc sur l'adolescence. Et c'est pour ça aussi que moi, quand j'ai relu là enfin cette fin-là, je me suis dit mais... Je comprenais enfin pourquoi le Japon avait... au Japon en tout cas, c'était un manga qui était quand même destiné à un public plus jeune que ce que nous, en France, on avait décidé. Oui, parce que nous, on a vu les têtes qui tombaient, les titans qui mangeaient des humains. C'est violent, c'est donc seinen. Voilà, et là, je pense que... et puis, il y a aussi toute la question politique, etc. Mais finalement, il y a quand même cette idée on vise vraiment l'adolescence au stade émotionnel, vraiment. Et il y a quelque chose qui me semble être en lien
de façon très ténue avec ce que moi j'appelle la prévention du suicide. Parce qu'il y a, comme le disait Clémence tout à l'heure, cette idée que Eren, il est redevenu enfant, il y a une espèce de rejet total et il refuse le dialogue. Il y a plus de solution autre que l'action. Et on sait très bien que le suicide, c'est l'arme des gens qui n'ont pas d'autres armes et autres solutions. Donc il y a, pour moi en tout cas, j'ai trouvé que ça flottait quand même et que c'était une espèce de malaise qui pouvait aussi expliquer pourquoi ça avait eu autant de retentissement chez les très jeunes lecteurs. Et qu'il réussissait à faire passer des messages sans vraiment le dire. Oui, voilà, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi et en fait c'est quelque chose que l'auteur lui-même a mis en lumière. En fait, dans certaines interviews, il explique lui-même que c'est une œuvre qui représente son adolescence en retard, en fait, que c'est le concentré d'un tiers de son existence. Ouf. Et que il est pas vieux, hein, pourtant. Non, mais il était assez jeune en fait quand il a commencé à publier et c'est vrai, dans une interview, il expliquait justement que c'était intéressant de comprendre la fin par rapport à lui-même, son envie de liberté. C'est-à-dire que maintenant que c'est terminé, il va enfin pouvoir vraiment penser à autre chose, être libre. Et c'est vrai que le côté adolescent, il se retrouve dans plein de choses aussi, dans le côté très pudique des personnages. On pourra en parler dans l'autre émission, par exemple, par rapport à Eren. Mais effectivement, et du coup, Isayama, clairement, je pense, pour lui, c'est tout un processus adolescent, en fait, qu'il fait à travers son œuvre. Et on peut se replonger dans son enfance, dans ce qu'il a raconté, en tout cas, de son enfance également. Parce que lui, il a grandi dans une exploitation agricole. À la campagne, à Kyushu, dans la préfecture d'Oita. Julie, je sais que tu mais voulais c'est très bien. savoir précisément où c'était. Ses parents avaient une exploitation pour faire de prunes, pour faire de la liqueur, de l'umeshu. Très bien. Notamment. Quel beau métier. Donc il a grandi dans un village entouré de montagnes qu'il considérait comme des murs. C'est comme ça en tout cas que l'idée lui, des murs, hein. Lui dit qu'il a eu cette idée et son père ne voulait pas lui qu'il devienne mangaka, qu'il a dû même s'inscrire à l'école dans la mauvaise classe, dans une école soit de dessin. Oui, c'était dessin industriel, je crois. C'est ça, dessin industriel. Et une fois arrivé à l'école, genre au bout d'une semaine, il a demandé à changer de section pour aller dans la section qui peut l'amener à faire du manga. D'accord. Pour pas que ses parents le sachent. Sauf que l'école a prévenu ses parents, évidemment. Oui. Toujours cette frustration adolescente. C'est ça. Mais ouais, non, il y a pas mal de choses en tout cas avec lesquelles on peut faire des parallèles dans cette fin entre les éléments qu'il raconte en tout cas de son enfance et comment dans la façon la façon dont il les a vécues, toutes ces choses, et la façon dont il les raconte dans ce manga. Mais après voilà, je suis pas certain que lui veuille tuer tout le monde. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste que ça s'arrête à un moment donné, c'est une histoire aussi. Hein. On peut faire une analogie, mais bon, pas non plus jusqu'au bout. C'est ça, la dernière page donc de ce tome 33 ouvre sur la baston finale. Et donc vous savez ce qu'on fait une fois qu'on parle de la fin du tome 33, on met pause ou on passe au tome 34. Il nous reste une petite demi-heure d'émission là pour vous raconter le tome 34. Oh là là et là tout un tas de réflexions qu'on a sur la et la on fin en a un paquet. Bon alors attends, commençons par le tome 34. C'est parti, on a le droit à un affrontement final dans lequel Armin se pose forcément des questions, parce qu'il adore se poser des questions, mais il se fait dévorer d'entrée, donc ça c'est fait. Au revoir Armin. Sur la carcasse, il y a une immense baston, la carcasse d'Eren, il y a une immense baston qui a lieu avec des dizaines de titans primordiaux. J'aime bien. Regardez le titan, le titan crocodile, le titan machin. Le titan Okapi du coup. Le titan Okapi, exactement. Le titan Mickey Parade, le titan. Et là, l'âme de Berthold se rebelle. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais elle se rebelle et elle vient en aide à la team Bataillon qui finalement est sauvée par Falco, qui est devenu le bestial volant et qui est pas venu tout seul. Ah ouais, mais attends, parce que tu vas vachement vite, parce que tu dis, on sait pas pourquoi l'âme de Berthold se rebelle, mais on le sait. Oui, on le sait, il a vu Armin qui était mangé. C'est Armin qui nous fait un petit pep talk sur la voie, là, avec tous les autres titans, avec Sig, avec tous les autres, et à la fin, ils disent, ouais, t'as trop raison, le pouvoir de l'amitié. Non, c'est pas ça, pardon. Non, mais ils finissent par se réveiller, quoi. J'ai avancé sur ce passage, oui. Oui, mais on va y revenir, en tout cas, bon, moi, je suis très contente. Enfin, c'est le final, mais c'est toujours aussi dense. Comme tu disais, c'est vraiment le défilé, moi, ce que j'appelais le défilé des titans primordiaux, parce que tu les vois tous avec leur pouvoir incroyable, etc. Enfin, graphiquement, c'est génial. Et on revient au premier vrai coup de cœur de la série, c'est toute cette bataille aérienne avec leurs sangles, leurs machins tridimensionnels, etc. C'est vraiment un très fort écho au début de la série. Et en plus, t'as cette surprise du titan qui vole. Oh, magnifique. Alors, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait oh.
Oh, dis donc, c'est facile. Oui. Je sais pas si, en vrai, je sais pas s'il pouvait faire autrement. Il avait pas non plus 1000 solutions. Ça avait été quand même pas mal annoncé. Hein. Enfin, Ouais. Ah oui, avec tous les avec- oiseaux qu'il y a dans cette série. Ah, non, mais pas que l'oiseau, mais c'est vrai que juste au moment de l'ellipse, il y a le passage, justement, on rencontre Falco pour la première fois, qui regarde le ciel et qui dit genre, ah, envole-toi. Et je sais plus, quelques chapitres plus tard, il y a aussi les commandants Mar qui se posent la question, ah mais tiens, il n'y avait pas eu un titan bestial qui volait, ou je sais plus, ils se posaient la question. Donc c'était quand même un peu annoncé, c'était prévu. Oh là là, mais nous on avait oublié. Mais je suis là pour vous le rappeler. Bah, évidemment qu'on avait oublié, et même là encore, je vois absolument pas du tout de quel C'est passage vrai tu parles. Je vais le rechercher. Je te passerai le moment. Et donc du coup, bah, c'est pas du tout facile. Bien joué, Sayama. Exactement. On a fait aussi l'impasse sur les humains qui trouvent le moyen de s'embrouiller dans cette situation. Incroyable. C'est terrible, mais je trouve ça terriblement réaliste. Oui, C'est horrible, mais je me dis, mais c'est vrai en fait. Oui, ça me paraît plausible ce passage-là. Complètement. On va tous mourir et on trouve le moyen de s'embrouiller. En même temps, sous stress, on ferait tous la même erreur. Hein. Bon, Oui, j'en sais rien. limite, tu vois, limite, je trouve ça très français aussi. Oui, c'est vrai. Oui, Limite, c'est peut-être le pas- bon moment pour lancer le débat pain au chocolat ou chocolatine. Ouais, voilà, je vois. Exactement, c'est ce passage-là. Bon voilà, on passe à une autre scène, Julie. Moi, je pensais plutôt au chapitre, à la fin du chapitre 136 et au chapitre 137, puisque donc c'est le moment où Armin, donc on ne sait pas ce qu'il est devenu d'Armin. Et on sait qu'il est disparu dans la bouche d'un titan. C'est ça. Et Et il n'est plus au combat. Et qu'il a réveillé Berthold dans un monde. Mais encore, on ne sait pas encore. Ouais. Mais du coup, on se retrouve du côté d'Armin qui essaye désespérément de réveiller son corps. Puis il commence à réfléchir. Il fait, mais en fait, si je respire, c'est que je suis pas mort. Donc, et il se retrouve dans le fameux chemin là, avec toute cette étendue de sable et au loin cette espèce d'arbre de lumière. Enfin, on comprend pas trop. Là où souvent, donc les Eldiens sont connectés. Et il trouve qui ? Bah, il trouve Sig qui joue à faire des pâtés de sable, qui a l'air mais total en déprime totale. Mais qui lui dit mais. Enfin, ils entament une discussion comme ça et je trouve que c'est une scène décisive parce que elle va s'opposer à une autre scène qui va arriver un peu plus tard qui est la scène du rêve de Mikasa et Eren. Et là, on voit que, en tout cas, si lui il est résigné, il se dit c'est la nature, on est des titans, faut qu'on vive notre nature de titan jusqu'au bout, il n'y a pas de solution. Et Armin, lui, il intervient pour lui montrer que bah non. En fait, tout n'est pas si déterminant, que leur nature de titan, ok, bah, elle est en eux, mais qu'ils peuvent avoir un libre arbitre et ils ne sont pas obligés de subir comme ils pensaient le subir jusqu'à présent. Et il lui rappelle en fait des moments de sa jeunesse, des moments où il se disait mais oui, quand j'étais avec telle personne à tel moment dans mon corps, donc incarné, j'ai de bons souvenirs, j'ai eu la sensation d'être un humain, de partager des choses. Et je trouve que ça fait vraiment opposition à ce couple Mikasa-Eren qui en fait veut être très détaché de ce que j'appelle moi le corps, quoi. Ils veulent pas être incarnés, ils veulent être vraiment dans une dimension spirituelle, mais pas trop justement dans ce qu'on va appeler grosso modo la biologie, tu vois. C'est vrai que cette scène je l'ai trouvée aussi assez forte et parce que c'est rigolo, c'est du Armin tout craché. Il se déteste, genre limite il se pourrit parce qu'en gros il se voit allongé en fait, complètement inanimé, et il se pourrit, il dit je te déteste, je te hais, t'es incapable et tout ça. On sent que c'est un point, hein, que là il se lâche un petit peu, que visiblement il a peur de pas être à la hauteur. Et 2 secondes plus tard, il fait un pep talk de la mort à la Erwin Smith, un peu, hein, puisque c'est un peu, il incarne aussi l'esprit d'Erwin Smith, et il retourne la situation, il arrive à convaincre tout le monde qui se dit mais oui, c'est vrai, t'as raison, en fait, on a le droit d'avoir notre libre arbitre et de choisir, et là, hop, ça renverse toute la situation. Bah oui, parce qu'ils arrivent à convaincre tous les autres. Mais c'est ça, là il y a une série de flashbacks, cette discussion Sig-Armin.
On a le truc avec la balle, la feuille. Oui. J'avoue, j'ai pas compris quand il avait un coup la balle, un coup la feuille. C'est le libre arbitre. Ça représente le souvenir, ça représente chacun. Je sais les souvenirs de l'un et de l'autre. Et donc la révolution à l'intérieur d'Ymir. Levi qui se bat à nouveau. Ah non, mais lui, pas longtemps, increvable, hein. Incroyable. Enfin, il se bat pas longtemps. Ouais. Sur le cœur. Ouais. Et donc la team bataillon qui pense réussir à tuer Eren. Et le chapitre suivant s'appelle Un long rêve. Et quand j'ouvre mon manga, que je suis à ce moment-là que je vois un long rêve, j'ai fait non. Quand même pas. Il a pas osé. J'ai eu un petit moment de... Et puis en fait non. Entre la mort d'Eren et le nom du chapitre, j'ai vraiment eu peur, mais ça allait. Non, le pouvoir des titans essaie de perdurer. Et Eren va prendre une nouvelle forme avec le mille-pattes qui essaye de l'attirer d'un côté. Et j'avais pas compris un truc, c'est que c'est le mille-pattes à la fin qui transformait les gens en titans. Ah oui. J'avais pas qui libère le gaz. En fait... Comme depuis le début on avait eu des cris qui transformaient les gens en titans, j'ai cru que c'était un cri de Eren ou de je ne sais pas qui. Il y a que Sig qui fait ça. Ouais, mais comme il avait avalé Sig, je me suis dit que peut-être. Je pense que c'est. Et en fait. Ouais, vas-y. Mais ce passage, je l'avais pas compris, c'est pour ça que je le raconte, on sait jamais si d'autres sont comme moi. Et en fait, l'espèce d'entité mille pattes, elle dégage une fumée. Et c'est cette fumée qui va transformer tous les Eldiens en titans. Ouais, c'est qui représente le pouvoir des titans et qui essaye de se sauver un petit peu. Et du coup, parce que là, il est face à Reiner. Du coup, pour réussir à survivre, à rejoindre Eren, il appelle. Ouais, parce que cette entité, c'est vraiment comme un virus, quoi. Ça veut absolument essayer de se reproduire et de se diviser et de perdurer, quoi. C'est la vie. Bon, et on n'en parle pas trop parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite, mais quand même, sur le moment, Jean Conny, petite larmichette quand même là, parce que il se transforme en titan, t'es là. Ah oui, d'accord. Ça se finit comme ça. Ok. Mais arrive l'épisode du chalet. Ah. Eren, Mikasa ont une vie peinard dans un chalet, en amoureux, et voilà, c'est la fin du manga. Pas du tout. Et encore aujourd'hui, je sais pas dire précisément si c'est un rêve d'Eren, un rêve de Mikasa, si c'est un flashback avant qu'il passe à l'attaque, si c'est une réalité alternative. En fait, j'ai un avis sur la question, mais je peux rien assurer. Je peux pas dire c'est ça. Non. Si ce n'est qu'à la fin, on voit un oiseau. C'est tout ce que je peux dire. De sûr et certain. Pour moi, sur ce passage-là. J'ai décidé d'avoir un avis pour une fois. Donc, je me suis dit, c'est le rêve de Mikasa. C'est vraiment ce que elle souhaite vraiment pour elle et Eren dans un futur qui peut-être n'existera pas. Mais c'est une façon peut-être que Eren, qui lui a la possibilité de façonner les souvenirs, les mémoires, de lui montrer quelque chose qui pourrait être possible, quoi, de lui offrir ce cadeau-là d'une vie qu'elle a rêvée. Et c'est là où moi je me dis, c'est vrai que ces deux persos, ils sont quand même bien trouvés parce qu'ils partagent les mêmes aspirations. C'est-à-dire que tantôt c'est lui qui rêve, tantôt c'est elle qui rêve, et ils sont liés par cette envie de quelque chose de paisible, quelque chose de... mais en même temps ils savent que c'est quelque chose qui est illusoire, quoi. C'est intéressant de le voir de ce point de vue. Qu'est-ce que t'en dis, Clémence ? pour moi c'est vraiment, on est plutôt sur la réalité alternative. En fait on en parlait tout à l'heure, ce passage justement où Eren demande à Mikasa qu'est-ce que tu ressens pour moi. On sent que si elle avait répondu quelque chose d'autre, si elle lui avait dit en fait, voilà, je t'aime, viens, on s'échappe, il l'aurait fait et il serait parti vivre le restant de ses jours, de ces quelques 5 années, hein, puisque la vie des titans est limitée, en tout cas, voilà. Et donc, et forcément, ça pose un petit peu la question de la théorie, on va dire, de la boucle temporelle que j'ai vu passer un peu en ligne avec cette question. En fait, est-ce que Eren avait d'autres réalités possibles, d'autres choix possibles, puisqu'en fait il est capable de voir le passé, l'avenir et tout ça grâce au pouvoir du titan originel. Et du coup, est-ce que finalement la seule solution pour permettre d'arrêter les titans, c'était pas celle-ci, et celle où il renonçait en fait à l'amour de Mikasa et à cette, voilà, leur vie qu'on voit à ce moment-là. Moi j'avais envie d'y voir un moment avant l'attaque. Vraiment, tu sais, un moment où ils sont plus jeunes, quelques mois, années plus tôt, avant qu'ils se mettent vraiment à attaquer, à aller de l'autre côté, aller sur le territoire des Mares, et que c'était un petit moment qu'ils ont eu tous les deux comme ça, parce que il y a la fameuse phrase « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» qui arrive à la fin de cette scène du chalet, qui fait écho
à la première question que Mikasa pose dans le manga, dans le tome 1, dans le chapitre 1, où elle voit Eren au pied d'un arbre et elle lui dit pourquoi est-ce que tu pleures, ça faisait écho et je me suis dit donc ces deux moments sont reliés et donc ils sont tangibles tous les deux. Oui, mais du coup ça rejoint un peu la théorie justement de cette boucle temporelle, comme quoi en fait si il suit pas le bon chemin, il repart au début. Mais les deux sont... ce qui est sûr, c'est que dans cette discussion entre les deux, ils font référence au moment où Eren pose la question à Mikasa, qu'est-ce que tu ressens pour moi ? Ils font la référence à ce moment-là où ils disent du coup tu m'as avoué ton amour et j'ai accepté de renoncer à mon plan. Il dit, donc on est vraiment plus trop sur le même, pour moi, sur le même plan en fait narratif. On est sur autre chose. Donc soit un rêve, soit une réalité alternative, on sait pas trop, mais. D'autant que juste après, Mikasa retrouve son écharpe. Oh. Quel symbole. Quel symbole. Parce que, mais du coup, on sait pas où elle était. Enfin, elle la retrouve dans sa chemise. Oui, quand même. c'est ça. C'était, elle était bien cachée. Oui, mais du coup, c'est d'où le. Oui, mais pour moi, c'est un lien avec le chien. Tu sais, elle le retrouve dans sa mémoire. Tu vois, il y a quelque chose de d'ésotérique à ce moment-là. Il y a quelque chose de un peu mystique. On sait pas exactement comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est sûr qu'il y a encore plein de secrets. À mon avis, on va pouvoir en discuter longtemps. Et puis elle va les tuer. Elle va tuer les reines. Et puis voilà, c'est la fin du manga. Merci d'avoir écouté cette émission. Non, elle va tuer Eren. Mais non, mais c'est ça en fait, tout simplement, Julie. Ouais, mais il faudra m'expliquer ça. Mais parce que. Bon, en tout cas, moi je voulais dire aussi que j'aime beaucoup le rapport que l'auteur a avec le temps. Enfin, on en a beaucoup déjà discuté dans les émissions qu'on avait fait précédemment, mais il y a vraiment une réflexion sur le temps, sur comment les individus s'inscrivent dedans. Et que hop, ça fait soit de l'histoire avec un grand H, soit plein de petites histoires des personnages et des petites des anecdotes quoi. Mais j'aime bien cette idée aussi finalement que c'est une œuvre qui se tourne sur elle-même, qui est réflexive. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin vraiment. Il y a une sorte de roue qui tourne, la roue du temps, quoi. Et Isayama, il a pris des morceaux choisis qu'il a agencés de façon à ce qu'on se balade dans un récit qui dépasse le temps, qui dépasse... Notamment avec l'arbre dont on parlait tout à l'heure. Bah oui, puisque l'arbre qui est là au début, quand Ymir, Fritz, la fameuse première ancêtre, quoi, va se transformer en titan. Elle est donc suite à une source qu'elle trouve au creux de cet arbre mystique, quoi. Et en plus, c'est l'arbre qui va rester vraiment présent jusqu'à la toute fin du monde, quoi. Et la dernière page. Exactement. Vraiment la toute dernière image. Moi, pour mon analyse, justement, si tu veux que je te dise un petit peu ce que j'en pense. En fait, moi, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, Ymir, qui était donc une esclave et qui en fait était une jeune fille éperdument amoureuse de son roi, du roi Fritz, et en fait qui lui-même avait une volonté de domination et qui a voulu utiliser le pouvoir des titans pour assurer la domination de son peuple. Et en fait, Ymir qui est bloqué en quelque sorte dans la promesse qu'elle a faite à son roi, et du coup que la seule façon de mettre un terme au pouvoir des titans était justement que, par exemple, Mikasa, une femme qui est éperdument amoureuse d'un homme, donc Eren qui incarne justement un peu la volonté des titans, et Mikasa qui renonce à son amour et qui renonce à Eren, qui le tue, qui accepte en fait, qui va au-delà un peu de la soumission dont on a parlé plusieurs fois et tout ça envers Eren, et elle le fait en plus devant Ymir, et on voit bien à ce moment-là où elle le tue, on voit Ymir qui sourit, et en fait pour moi c'est Ymir qui met fin justement au pouvoir des titans, et pas Eren, et pas vraiment Eren en fait. C'est juste qu'il fallait qu'il y ait cette mort d'Eren pour enfin libérer Ymir et d'ailleurs Mikasa le dit que c'est Eren qui le dit dans la discussion avec Armin, que c'était Mikasa qui était là, que c'est grâce à Mikasa qu'Ymir est libéré. Mais si il pourrait y avoir une suite, puisque Eren redevient l'arbre. Ouais. Et donc, oui, dans l'épilogue après. Ymir était à l'origine, ou était la première dans l'arbre. Ouais. Que devient Eren dans le nouvel arbre? Tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas, la question se pose. Est-ce que c'est le pouvoir des titans qui fait l'arbre, ou est-ce que c'est le pouvoir du titan avec Eren qui a fait pousser cet arbre? Mais effectivement, la poule et l'œuf. La grande question. La poule et l'œuf, ouais, je suis d'accord. Bah oui, parce qu'en fait, en tout cas, le manga est pas terminé, puisque ça enchaîne avec une phase de discussion entre Eren et Armin. Un rêve encore, un flashback. Je partirais sur un flashback, moi à ce moment-là. On le revoit sur le bateau avec Annie, la scène dont on parlait tout à l'heure, et l'oiseau qui s'était posé près de lui vient de s'envoler.
Et Ouais, il a les souvenirs de cette discussion. C'est ça. Et les souvenirs de cette discussion en fait, reviennent. Ça fait un déclic, quoi. Il y a le. C'est-à-dire qu'Eren a manipulé, comme il nous manipulait, nous, lecteurs, il a manipulé ses potes aussi et les souvenirs de ses amis pour relier avec l'histoire d'Historia dont on parlait tout à l'heure. C'est fou parce que. Oui, excuse-moi, mais c'est vrai que pendant longtemps, on se dit Eren ne parle pas. Et en fait, on découvre qu'en fait, si. Il l'a fait et qu'il a ressenti le besoin de se libérer de ce poids et de tout dire à ses amis avant la fin, en fait. Mais d'effacer leur mémoire. Oui. Et d'effacer leur mémoire. Mais d'ailleurs, il y a un point sur cette discussion justement qui a été un petit peu polémique parce qu'en fait lors de la première écriture quand il y a eu les premiers le chapitre a été publié en ligne pour la première fois, on avait l'impression qu'Armin était un peu complaisant avec Eren quand il lui avouait pourquoi il faisait tout ça, un peu en mode tu as tué 80% de la population mais c'était pour nous tes amis et en fait pour éradiquer le pouvoir des titans mais en fait c'est super. Est-ce que c'est vraiment super? Bon alors voilà, en fait ça laissait croire que c'était ça ce que disait Armin et l'auteur a voulu rectifier, il a dit non en fait Armin il n'est pas du tout complaisant, il a bien conscience que c'est le pire choix qu'il pouvait faire, que c'est horrible, mais il le comprend parce que c'est son ami, quoi. Bon voilà, il y a quand même une relation profonde entre eux. Je te propose qu'on en parle la semaine prochaine, dans l'émission de la semaine prochaine. Tout à fait. On va enregistrer tout à l'heure dans une demi-heure. Où en sommes-nous donc dans cette histoire? Ouais. La révélation concernant les motivations d'Ymir, moi je la trouve vachement capillotractée, quoi. Ok, Eren dit que c'était de l'amour, mais ça ressemble vraiment à une haine et une malédiction féroce. Et je vois pas l'acte d'amour à travers cette idée que voilà, elle lui offre un pouvoir immense, mais c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. Ça va poursuivre les Eldiens sur 2000 ans, quoi. Mais l'amour ne serait-elle pas une malédiction? Ben non, mais c'est vrai qu'on dirait vraiment. C'est vraiment une relation complètement abusive, limite syndrome de Stockholm chelou. Je suis d'accord que après ils appellent ça de l'amour. Bon après voilà, chacun. Non, parce que le pouvoir des Titans, ok, à la rigueur, au bout d'un moment, tu te dis. C'est les passions, c'est au sens grec du terme, quoi. C'est les pulsions, les élans de vie, qui peuvent des fois être également des élans destructeurs, donc Eros Thanatos, voilà. Mais il y a cette idée que voilà, les titans, c'est des manifestations d'amour pervers, d'égocentrisme, de volonté de domination, de contrôle, de possession, alors que au final, ce que Eren et Mikasa envisagent, je pense que c'est vraiment cette idée de la confiance totale qui permet à l'autre de se réaliser, même si c'est insensé, même si c'est fou. Et c'est en ça que j'ai un peu de mal avec cette fin de l'histoire. Moi, j'ai pas d'avis. Ouais. Sur, c'est bien, tu es libéré. Non, mais voilà, Eren, Mikasa, j'ai pas d'avis, j'ai même pas. Et j'en ai pas besoin. Oui. J'ai pas besoin de me poser de questions sur leur amour ou pas. Ouais. Je sais pas, toi, Clémence? C'est vrai qu'il y a eu un peu des discussions à savoir est-ce que c'est un amour qui est cohérent ou pas du tout, parce que il est quand même cohérent. assez pudique. C'est vrai qu'au début on la présente comme sa sœur adoptive, donc déjà chelou, c'est vraiment voilà bon. On se rend vite compte quand même qu'il y a une relation très particulière, et puis Mikasa c'est évident depuis le début qu'elle est clairement amoureuse d'Eren. Et d'ailleurs il y a un passage qui est assez intéressant parce que au moment où ils sont sur le champ de bataille et juste avant qu'Eren développe ses pouvoirs du titan originel, donc il y a vraiment un beau paquet de temps, l'auteur avait avoué qu'au début il envisageait de les faire s'embrasser tous les deux quand Mikasa avouait son amour à Eren. Ouais. Et que pendant un petit moment il avait regretté justement que ça se fasse pas à ce moment-là, parce que du coup c'était moins clair, leur relation était moins claire. Il a avoué que justement c'est limpide. il aurait été trop timide, il aurait pas su comment écrire leur histoire ensuite. Bon bref. Et voilà, moi j'y crois parce que j'aime bien les belles histoires d'amour, les belles histoires d'amour, tout est relatif, mais moi clairement j'y crois. Et puis en plus on voit Eren qui se retrouve complètement ridicule en train de dire non, je veux pas qu'elle aime quelqu'un d'autre. C'est rigolo, quoi. Le manga se termine donc. Le pouvoir des titans disparaît en même temps qu'Eren, en même temps que Ymir, car sans Ymir, plus rien n'est possible. C'est ce qu'on comprend. Eren était donc son maître et son pantin à la fois. Levi finit la main sur le cœur. Ouais. Oui, est-ce qu'on peut dire quand même, ce qui est beau, c'est aussi ils ont tous ces une moments. Petite image, ouais. Ouais, on les revoit tous, quand même.
C'est mignon. Important. Mais voilà, la vie va reprendre et le manga se termine comme ça, quoi. Ouais. Non mais c'est très beau de les voir qui sont libérés de ce poids et de ce que moi j'appelle donc la malédiction des titans. Donc quelque part ça veut dire qu'ils ont une espèce de, ils ont réussi à à aller au-delà de leur de ce qui les motive et de ce qui parfois nous motive vraiment bassement, quoi. Enfin donc je trouve que c'est une fin qui est hyper riche, hyper dense et en tout cas, c'est quand même une œuvre qui est très loin d'être morale. On se retrouve avec ça dans les mains et tu te dis, mon Dieu, parce qu'en plus, Eren, qui a détruit donc 80% de la population, il ne sera jamais jugé pour les crimes qu'il a commis. Il y a cette il est mort, question. Bah oui, mais c'est pas le problème, quoi. Enfin, les humains, les Eldiens, tout le monde est tout bonnement monstrueux. Mais ils seront jugés par le monde, puisque on voit bien voir qu'ils vont finir par tous s'entretuer. Je sais pas, mais en tout cas, tu sens qu'ils sont. Alors c'est pas moral, mais. Ouais. Mais le monde n'est qu'autodestruction, finalement. Mais justement, moi je suis d'accord. Enfin, il y a un côté. Pour moi, elle est belle cette fin parce que justement, elle n'excuse rien. Et en plus, elle montre à quel point la violence, en fait, c'est un cycle infernal, puisqu'on voit un petit peu dans les scènes épilogues, c'est justement, on voit que les peuples, les civilisations continuent de se faire la guerre, même longtemps après. Et justement, comme tu dis, c'est pas moral, mais c'est aussi ce qui fait que c'est beau, quoi. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis restée quand même sur cette idée que... Enfin, tu vois, dès le tome 2, on voit Eren et Mikasa qui sont enfants et qui tuent d'autres humains. Il y a quand même cette idée que c'est une société, donc la société eldienne, elle est basée sur le vol, le viol, le cannibalisme. Enfin, il y a une espèce d'hubris, donc cette espèce d'aveuglement hyper égotrip du roi Fritz qui va se perpétuer à travers sa descendance. C'est pas que la civilisation eldienne, hein, d'ailleurs. Oui, et il y a ce truc. Oui, c'est du tous pourri, là. On est ouais, c'est vraiment, enfin, c'est triste quelque part. On se souvient de la petite sœur de Grisha qui est tuée, mangée par des chiens. Ouais, et il y a du coup ce truc, enfin, à nouveau le voyage il se termine pour Eren et pour ses amis. Mais c'était quand même un vrai voyage cauchemardesque. Enfin, c'est vraiment, ils sont allés au bout de l'enfer. Mais on a une fin, quelque chose qui n'a peut-être pas de fin, qui peut-être qu'une seule boucle. Ouais, complètement. Ouvert. Mais du coup, ça fait écho aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Toute la partie prévention du suicide, de l'adolescence, de l'autodestruction, ce genre de choses. Moi, je pense que vraiment, il y a cette idée qu'il fallait mettre en garde les plus jeunes, en tout cas, vis-à-vis de certains comportements à risque. Donc, tout ce qui... Voilà, l'autodestruction et voire même le suicide, parce que il y a, enfin moi ce que j'en retiens, c'est ce message de ok, tu peux faire les pires choses au nom de l'amour, du sacrifice, du dévouement, mais au final tu seras jamais plus qu'une poussière dans les rouages du temps et que les gens vont t'oublier, quoi. Enfin il y a cette fatalité quelque part qui nous attend tous. Et puis donc cet épilogue, qu'est-ce qu'on en pense de cet épilogue? Je sais, moi ça me convenait. Bah c'est beau, c'est triste. On sent que t'es un peu tristoun, ouais. Ouais, bah forcément, moi c'est pas je fais pas de cachotterie, moi c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup et donc le fait d'avoir la fin, ça fait forcément quelque chose. Et bah moi j'étais contente quand même de voir dans ces dernières pages, donc bien sûr il y a l'histoire donc de la civilisation qui continue un peu le cycle, comme je disais, le cycle des guerres, le cycle de la violence, avec cet arbre où on se demande est-ce qu'il va se passer quelque chose. Et surtout moi, je me suis arrêtée sur la question de la tombe d'Eren et de la femme qui vient sur la tombe d'Eren, donc qui est Mikasa, puisqu'en plus elle a une écharpe autour du cou. Mais il y a un homme à côté, un moment. Donc on voit que Mikasa revient à plusieurs moments de sa vie, mais il y a quelqu'un, et puis il y a même une famille et tout ça. Et de dos, on dirait quand même qu'il ressemble vaguement à Jean. Et je tiendrais à dire que justement un peu avant, quand Armin, Jean, tout ça se prépare pour retourner sur l'île de Paradis, il y a Jean qui est dans le miroir en train de se recoiffer et quelqu'un lui demande « Ah mais tu te fais beau pour qui ?» Plus ou moins quelque chose comme ça. Et donc, vu qu'il a toujours été amoureux d'elle, moi je me suis posé la question. Ok, est-ce théorie de Clémence. Exactement. Est-ce que Jean et Mikasa mais ne finiraient pas dites-moi, je suis ensemble? sûrement pas la seule quand même. Non mais j'attends, je suis curieux. Moi on va voir. Pourquoi pas? Sincèrement, c'est pas complètement fou comme théorie. Non, puis en vrai, en plus, il ressemble un petit peu. Puis oui, j'ai pas envie de te dire oui c'est ça, mais c'est pas complètement fou. Voilà, à mon avis, ça c'est tout à fait possible.
Julie, cet épilogue dans l'ensemble, on en a parlé un petit peu en long et en large là. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ces pages, les toutes dernières pages du livre, du manga, quoi. Et je trouve ça fou. Enfin, on parlait rapidement du rapport au temps qu'il a, mais il a quand même créé un manga qui peut se relire en boucle à l'infini. Enfin, il y a tellement de choses à retenir qu'à peine t'as terminé. Que t'as envie de relire d'autres passages. Et t'es obligé, en fait, pour comprendre, pour avoir des nouveaux éclairages. Je sais pas si le fait qu'on ait envie de relire des passages, c'est parce qu'il a pas été suffisamment clair ou parce que son manga est ultra complexe. Mais je sais pas. Et puis, j'oscille entre les deux. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est de la maladresse? C'est toujours la question. Hein. Mais il y a ce truc, il sème des indices, il les éclate comme ça à travers tous ces parlant d'indices. Clémence. Oui. On a beaucoup parlé d'oiseaux dans cette émission. Oui. C'est marrant. Merci ça arrivait dans plein de scènes. Ça arrivait dans plein de scènes. Oui, bien sûr. Au moment des flashbacks. Bah oui. Mais alors, donc effectivement, il y a tous les moments de flashback. Et puis il y a surtout le moment de la toute fin là, où il y a un piaf. Non, disons un oiseau quoi, qui arrive et qui vient remettre l'écharpe autour du cou de Mikasa. Donc genre. Mais d'où vient cet oiseau? Oiseau qui s'envole ensuite, qui dit au revoir au lecteur. Au revoir. Et donc il y a une sorte de petite théorie où on peut se poser la question, est-ce que cet oiseau représente Eren, ou est-ce que cet oiseau même est Eren, ou en tout cas disons porte la volonté d'Eren ou la conscience d'Eren. C'est une théorie que j'ai vue passer, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que moi, je pense pas que ce soit Eren réincarné en oiseau. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une symbolique très forte de l'oiseau qu'on revoit dans plein de passages, et notamment dans l'animé. Alors certes, qui n'est pas le manga, mais dans l'animé où l'auteur a quand même clairement dit que pour lui, c'était son deuxième manga. En fait, c'était la version même presque améliorée quasiment, de son scénario. Exactement. Ouais. Et dans l'animé, on voit très bien que même les premières scènes de l'animé, ce sont des oiseaux. Il y a l'accent qui est vraiment mis sur les oiseaux. Mais dans le manga aussi, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ça est en lien avec un flashback ou un moment particulier où il travaille sur la mémoire de la personne. Tu sais, où il agit sur la mémoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand l'oiseau vient se poser à côté d'Armin, et qu'il y a justement un trou de mémoire et donc qu'on découvre plus tard, en fait on peut se demander est-ce que c'est pas l'oiseau qu'en plus il se regarde et qui a provoqué enfin en gros comme si Eren était dans l'oiseau et lui a parlé à ce moment-là. L'hypnose, tu sais, c'est les mots qui déclenchent. Il y a un truc qui l'expliquera peut-être un jour. Ouais. Oui, peut-être, mais en même temps, il a peut-être un trip, il a pas envie d'expliquer. Mais en même temps, c'est ça qui est bien aussi, c'est que non seulement quelqu'un qui veut aller loin, on va dire, peut essayer de prendre l'analyse et donc tout analyser et avoir une idée un peu claire et précise, on va dire, mais je pense que c'est aussi ouvert à la spéculation. Et d'ailleurs, dans le tome 34, dans les toutes dernières pages, à chaque fois, il fait quelques petites cases justement où il met ses personnages en scène dans un monde moderne en quelque sorte. Et là, dans ces dernières pages du manga, il y a un peu cette question, on a notre réponse, quoi, c'est la fin, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a Armin, Mikasa qui sont pas d'accord, qui sont non mais ça n'a aucun sens et tout, pourquoi? Et il y a Eren au milieu qui dit non mais en fait moi je m'en fiche, j'étais juste content de passer ce moment avec vous. Et je trouve ça assez beau, c'est vrai en même temps. C'est beau, mais tu vois, je suis sûr qu'il y a 50 ans, ce genre de page n'aurait pas existé. Ouais. Et j'ai l'impression que cette page est nécessaire pour faire écho aux réseaux sociaux et répondre à tout le monde en mode non mais bien... Vous inquiétez pas, c'est comme ça. Non, mais... Si vous avez bien aimé, tant mieux. Mais si vous avez pas aimé, c'était l'histoire qui comptait. Mais il a été très, très bouleversé par tout ce qu'il a pu lire. À chaque fois, il regardait ce qui se passait et ça a eu un impact très jeune, sur son écriture. Très vite sur le début du manga aussi, il voulait pas le faire aussi. Il racontait en tout cas au début qu'il souhaitait pas le faire aussi long et que en voyant qu'il y avait autant de fans, il s'est senti un peu submergé et obligé de faire quelque chose de plus long, de plus construit, avec un univers plus large, etc. Ah bah là. C'est difficile, je sais pas quoi en penser finalement de tout ça réellement, mais oui, il a senti, il avait la pression quoi, clairement. Mais là, je pense que du coup, il doit être soulagé. Surtout, on sent un peu de soulagement. Ça y est, c'est terminé. Allez, on passe à autre chose maintenant. On va lui souhaiter de passer à autre chose.
Encore une ou deux questions que tu voulais poser, Clémence. Tu t'interrogeais sur le père du bébé d'Historia. Non, ça c'est moi. C'est toi, Julie, qui t'intéressait sur le père Non, mais du je bébé trouve que d'Historia. quand même, t'arrives à la fin, t'as engorgé là un gros morceau de. Moi, je m'en foutais de qui Et c'était. oui, voilà, mais en fait, il y a ces histoires de petites questions en suspens de qui est le bébé, enfin le père du bébé. C'est censé être. Enfin, la question est répondue, mais on se dit non, ça peut pas être juste ça. Vite répondu. Vite répondu. C'est censé être un garçon de la campagne, quoi. Enfin, un mec un peu random qu'elle a trouvé. Sachant qu'il y avait aussi cette question un peu plus tôt, le fait que Historia soit enceinte pouvait aussi la protéger d'être transformée en titan pour débloquer le pouvoir de l'originel et tout machin. Donc il y avait peut-être un côté aussi, j'ai pris un gars au pif, histoire de faire un gosse, et comme ça je suis tranquille. Mais bon. Que sont devenus les Asuma Bito? Bah ouais. On sait pas Alors ça. Pas de réponse. Voilà. Nous ne savons rien. Est-ce que Armin et Mikasa sont les héros de ce manga et non Eren? Moi j'ai envie de dire non. Bah non, pour moi c'est Eren. Vraiment. Julie est pas d'accord. Mais moi Eren. Non mais c'est le héros après. Oui, c'est le héros, c'est le personnage principal. Ne pas apprécier. Okay. D'accord. Même si tu l'aimes pas, c'est lui. Ouais, je sais. Et malgré tout, ça reste des sidekicks. Et c'est dommage. Et oui. C'est eux qui font Ce le sont tes travail. Robin, voilà. Ouais. Bah, après quand même, tuer 80% de la planète, moi je dis que c'est quand même un sacré boulot. Hein. Après, on juge pas, hein, c'est horrible, on est d'accord, mais. Donc si je juge en fait. Si tu... Oui, j'ai bien conscience. Oui, mais on en parlera d'ailleurs dans la prochaine émission d'Eren parce qu'il y a plein de choses à raconter, même si. Exactement. Voilà, cette émission, on va l'enregistrer tout de suite. Vous allez l'écouter la semaine prochaine. Un peu de patience, hein. Ouais, comme ça, c'est long à monter aussi. En fait, c'est ça également. On vous remercie d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'on aura donné plein de théories. J'espère qu'on vous aura éclairé, en tout cas, sur la fin de l'attaque des Titans. On va en refaire un petit peu avec Johnny et Cagnard dans la prochaine émission. Au tout début d'émission, on va reparler un petit peu de la fin. Puis après, on va parler que d'Eren. Merci de nous avoir écoutés. Merci Julie, merci Clémence. Merci. Merci. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour parler d'Eren. Salut. Ciao. Salut.